Mavs Clippers. 4-5. Clippers vont avoir l'avantage du terrain. Erwan, c'est un revival. On s'en souvient, 2020, les Clippers et les Mavs s'étaient imposés dans la bulle. Buzzer beater de Luka. L'année d'après, 2021, rebelote. Mais 2 fois, c'est les Clippers qui se sont imposés. Donc, on va pouvoir se projeter sur ce match. Honnêtement, c'est une série de malades qui nous attend, Erwan. C'est une série de malades avec des enjeux incroyables et il y aura forcément un perdant. Et ce perdant-là, ça sera archi intéressant de faire une analyse et de penser à la suite, tel qu'il soit. Moi, je vois des fusibles faciles à faire sauter côté Dallas en cas de défaite. Je vois aussi d'autres fusibles côté Clippers à faire sauter. Donc c'est un premier tour qui sent la poudre avec des enjeux très 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 importants pour chacune des équipes. C'est vrai qu'on a cette sensation que alors c'est 2 équipes qui sont programmées pour gagner à un moment donné. Il y a beaucoup de restats, il y a eu des changements. On va les faire un petit peu, surtout aux Clippers qui, avec ces joueurs un peu plus âgés, tu te dis c'est maintenant ou jamais. Les Mavs, ils ont peut-être une année de plus pour discuter, on peut machin. Mais quand on voit ce classement-là, 4 et 5 déjà, c'est 2 bons classements. Clairement, les Clippers, avec tout ce qui s'est passé, on aurait pu imaginer qu'ils soient un petit peu plus hauts, mais ils ont l'avantage du terrain. C'est déjà bien validé. Les Mavs étaient 11e l'année dernière, se retrouvent 5e, même si au début de la saison, on s'en souvient, on espérait qu'ils soient premier, deuxième, troisième. En même temps, quand tu vois comment les 3 premiers ont carburé, c'est des bons classements, 2 équipes à 50 victoires au plus, des équipes avec des certitudes, des équipes qu'on devrait retrouver au complet, ça c'est quand même l'autre info, 2 équipes profondes. Il y a énormément de choses à dire, il y aura énormément de restats aussi sur le terrain. C'est une vraie série de playoffs, c'est un peu finale de conf quand tu vois tous les joueurs qui sont sur le terrain. Clairement, ça a la gueule d'une finale de conf, mais bon, on s'en contentera largement au premier tour. Comme un premier tour. Maintenant, il y a des millions de choses à voir. Tu as parlé de la santé, on pense forcément aux Clippers, qui est l'une des équipes maudites, qui sont la franchise de la loose en NBA. Pour eux, le premier paramètre, c'est d'être au complet. On sait que Kawhi a le genou qui gonfle. Pour l'instant, il est annoncé pas là. Voilà. Donc, il y a un vrai doute sur le début de la série. Donc déjà, Kawhi a le genou qui gonfle. On sait que James Harden a aussi un petit bobo à la cheville. Donc déjà, tu vois, la série n'a pas commencé. Il y a quand même déjà 2 mecs ultra importants qui pourraient être diminués, voire manquer à l'appel. Donc déjà, ça, les dés, tu les jettes. Ah, d'accord, ils sont un peu pipés. Voilà. 8 matchs manqués. 8 matchs manqués pour Kawhi dans cette fin de saison. Il n'a pas joué depuis le 1er avril. Il a mis 23 points contre les Hornets. Bah écoute, avant d'accueillir notre premier invité, auditeur là-dessus, on va regarder les confrontations, etc., les forces en présence, parce qu'on aime, pour se lancer dans une série, voir ce que ça donne en saison régulière. Regardons ça ensemble, s'il vous plaît. Bien sûr, voici 3 matchs entre ces 2 équipes. Donc les Clippers, sachez qu'ils sont vainqueurs de la division Pacifique. Et c'est pas arrivé depuis 10 ans. Belle info de la part des Clippers. 51 victoires, 50 de l'autre. 2-1. Je voulais montrer un truc. Ah oui, le dernier match. Le 20-12. Le 20-12, le 120-118 en faveur des Clippers. Ça t'inspire quoi, ça ? Ça m'inspire qu'en fait, c'est très dur de se baser sur les confrontations et sur le tiebreaker de cette saison. Tant les 3 premiers matchs, ils ont eu lieu avant décembre. Clairement. Enfin, avant janvier. Entre-temps, l'équipe de France de foot a été championne du monde. Exactement. Et puis, il y a eu des ajustements importants côté Dallas. Donc aujourd'hui, pour moi, ce tiebreaker, c'est bien de l'avoir en tête, mais pour moi, il ne signifie rien par rapport à la série qui va arriver. Très bien. Retournons dans notre tableau et on va s'intéresser un petit peu aux forces que vous connaissez bien sûr. Les Clippers sont la 4e attaque de la NBA avec le quatuor fou de MVP, presque MVP. Le talent en ISO, ça c'est 2 choses qu'on va retrouver dans les 2 côtés, parce que c'est les 2 meilleures équipes en ISO de toute la NBA, la profondeur d'effectifs. Luka Kyrie, on a mis pour les Mavs, on a les simples, l'ISO donc, et puis 3e au nombre de 3 points marqués. En même temps, quand tu as 2 joueurs qui décantent autant, Tim Hardaway Jr., il s'est régalé tout au long de la saison. Qu'est-ce que ça t'inspire, Erwan, tactiquement déjà ? Parce qu'il y a tellement de trucs à dire, on va pas pouvoir tout dire aujourd'hui, mais quand tu vois Luka Kyrie, quand tu vois Harden, Kawhi, Paul George et Westbrook de l'autre. Qu'est-ce que va vouloir faire Tyronn Lue ? Est-ce qu'il va vouloir ralentir l'impact du meilleur scoreur de la ligue, Luka Doncic, et tenter de trouver un plan anti-Luka ? Ou est-ce qu'il va se dire, comme certains font des fois, Luka détruit-nous, par contre le reste, vous n'allez pas avoir la balle. Le Jordan Wolves un petit peu. Kind of. Donc ça va m'intéresser quand même toute la réflexion autour de Luka Doncic. Qu'est-ce que tu ferais, toi ? Parce que vous avez vu, je ne sais pas si vous avez regardé, mais JJ Redick et LeBron ont beaucoup parlé de l'impact de Kyrie sur les matchs. Et ils disaient qu'il y avait des équipes qui faisaient beaucoup de trappes, etc., comme les Hawks, et qui avaient refusé de le faire contre Luka. C'est le jour où il a mis 73. Donc, comment tu fais pour défendre sur Luka ? Honnêtement, personne n'a trouvé pour l'instant. Encore moins cette saison. Moi, je crois que vouloir faire un plan anti-Luka,
je pense que le joueur a montré qu'en fait, il n'y en avait pas de plan anti-Luka. Ou alors, il fallait défendre à 3, mais si tu défends à 3, c'est n'importe quoi. Tu t'es fait complètement harakiri. Ça va être compliqué, mais en tout cas, moi, je pense que ce que j'aurais vraiment aimé, c'est un choix fort tactique, qui peut-être n'arrivera jamais, c'est d'avoir une espèce de squad de 3 défenseurs qui se relaient sur lui. Tu mets qui alors? Tu les as, les mecs? Moi, j'aimerais commencer, alors il est blessé, j'aimerais commencer avec Kawhi. Ok. C'est sa mission défensive. En disant, tonton, le scoring, il y a James Harden et Paul George qui seront les 2 premiers scoreurs de l'équipe. En tout cas, dans les premières intentions. Dans les premières bien sûr. intentions, Oui, évidemment. je comprends. Je n'ai pas dit, tu touches pas la balle. Il a 8 points, le mec. Mais par contre, je te mets en mission. Donc, je lui mets un athlète plus sur le rable avec des longs segments. Et c'est un truc qu'on a finalement rarement vu, Kawhi sur Luka. Luka, c'est un meneur en plus qui est quand même assez grand. C'est pas... Donc... J'ai pas de souvenirs en tout cas, j'ai peu de souvenirs. Après, il a dû défendre sur lui. Hein. Oui, mais il est tout blessé le mec après. Sur des switches ou sur des choses comme ça. Mais là, j'aimerais bien vraiment qu'il soit affilié à cette mission-là. J'aimerais voir commencer Kawhi, boum, sur Luka. Déjà, même lui dire, hé, bro, on se souvient ce que tu nous as fait avec Zubac sur les pick and roll pendant à nous faire la chanson. Là, moi, ça va être moi. Nico Batum, hein, si tu nous entends, dis-nous s'il y avait des game plans avec Kawhi sur Luka, hein, vraiment, parce que là, de tête, c'est difficile. Il m'a envoyé un message. Oui, c'est pour ça que je dis ça, j'en profite. Et donc ça, déjà, j'aimerais bien aussi, donc il en faut 3, hein, parce que j'aimerais bien voir Westbrook sur de l'énergie, sur du trash talk, sur du... Tu vois, j'avance sur le mec. J'avance sur le mec. Après, là-dessus, lui, il est tellement fort dans le contrôle. Mais en tout cas, ça lui met 2 défenseurs un peu similaires. Et puis derrière, t'envoies Paul George. Et voilà. Ou alors, si tu veux le mettre au scoring, tu le laisses un peu plus aussi. Hein. Il y a Terrence Mann, exactement. Attention, ils ont du monde. Hein. Voilà. C'est quand même pour moi l'énorme avantage des Clippers au complet. C'est que tu peux envoyer 3 défenseurs différents, dont 2 très forts défenseurs intrinsèques et l'autre qui est plus sur de l'énergie. Et là, je pense que déjà, il faut faire ça. Maintenant, il y en a d'autres sur lesquels il faut s'occuper. Mais je reste persuadé que même s'il y a Kyrie à côté, si tu arrives quand même à frustrer Luka... C'est pas limité, c'est frustré que tu veux faire, toi. Ouais, pour moi, il faut parler de frustration plus que de limiter. Si tu arrives à le frustrer, à le gêner, à lui couper ses angles de passe qui font tellement mal à une défense... Voilà, donc en fait, ça c'est ce que moi j'imagine, parce que je me suis toujours dit, attends, quand t'as potentiellement un double meilleur, enfin pas potentiellement, t'as un double meilleur défenseur de la ligue qui est Kawhi, alors c'était à l'époque certes des Spurs, mais j'ai envie de voir moi un Kawhi qui prend tout, qui attend demi-terrain derrière la médiane, qui attend Luka avec de l'envergure, qui peut le contester physiquement. Parce que Luka, finalement, il a réponse à tout. Les petits, il va lui mettre son gros corps en post-up. Et les grands, il va les jouer avec son dribble et cette espèce de chose, de truc volant. Kawhi, il peut répondre à tout ça. Il va pas se faire poster. Il va aussi vite, voire plus vite que Luka. Et plus grand d'envergure. Pourquoi pas essayer quelque chose qui n'a jamais été vu? Tu veux une stat un peu cool? Donc je t'ai dit qu'il y avait deux séries entre ces 2 franchises. D'ailleurs, c'est les deux seuls dans l'histoire. On n'a pas trouvé d'autres. En 2020, Luka avait 20 ans. Les stats contre les Clippers. Défaite 4-2. Je le dis, hein, quand même, des Clippers. Il a 35 minutes, 31 points, 9,8 rebonds, 8,7 passes. Bon, pour un mec de 20 ans. 2021, il a 21 ans. 40 minutes, 35 points, 8 rebonds, 10 passes. Bon, bah, il sera dans ces eaux-là. Mais en plus, c'est ouf. Là où Tyronn Lue, je pense qu'il doit réfléchir un petit peu et essayer de surprendre sur le début de la série Jason Kidd, et les Mavs et donc Luka Doncic, c'est que, tu l'as dit avec ses stats, même s'il perd quand il met 35... Pour moi, Luka Doncic a un ascendant psychologique sur Tyronn Lue et les Clippers. Et pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont jamais arrêté. Mais pourquoi? Tu te souviens pourquoi? Parce que Zubac. Ah ben oui, mais bon. Parce que c'était switch all, et que Zubac, malgré toutes les qualités qu'il a, il ne peut absolument pas défendre sur Luka qui se régale dès qu'il y a un grand. Et il a attendu d'être mené 3-2, d'être mené 3-2, d'être mené 3-2 d'être mené 3-2 au 6e match et à la mi-temps de dire bon, on va peut-être s'adapter. Et ça a marché. Et ça a marché. Donc on peut tourner comme on veut. En fait, finalement, c'est pas tant le défenseur, le premier que tu mettes, c'est le deuxième dans l'action. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'autre, il sait très bien ce qu'il va faire. Daniel, viens me poser un pic, changer. Moi je crois. Tu penses qu'il le fera pas? J'ose espérer que. J'ose espérer qu'au bout d'un moment. Non, mais tu me parles de switch all. Bah, arrêtons de changer surtout. Ouais, mais c'est leur défense qui est comme ça. Hein. Oui, mais d'accord. Mais là, t'as le droit de t'adapter à un joueur d'exception. Mais ils ont intérêt à s'adapter. La défense des Clippers, elle est très bonne. Mais quand tu joues Luka et que finalement, ce mec-là, sur changer surtout, il te massacre. Ou alors, tu sais que tu changes Man Paul George, Leonard. Voilà. Mais encore, moi, je reste persuadé que. À un moment donné, si tu changes surtout, Luka, il est tellement intelligent, ou Kyrie, qu'il va aller chercher même le bon défenseur, mais celui sur lequel il se sent le mieux.
Alors que si le défenseur il fait l'effort, que tu fais juste aider, reprendre et que tu te retrouves toujours face à ce mec-là qui te met dans une zone inconfortable, c'est pas pareil. Moi je pense que changer surtout, ça peut être intéressant sur des fins de match, sur des fins de carton, sur des choses, sur des moments précis. Mais changer surtout, pour dire allez, on change surtout, ça a parfois aussi ses limites. Alors, on va accueillir. D'abord, tu sais quoi? Tu préfères faire. Allez, on est aux Clippers qui ont l'avantage du terrain. On va accueillir en premier, c'est Charles qui nous a appelé via Discord, comme tous les lundis soirs, pour parler de cette belle série de playoffs. Est-ce que tu m'entends, Charles? Salut Charles, est-ce que tu m'entends? Salut Ouais, Charles. je vous entends, ça va, les Ah, gars? salut. Alors, Charles, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Tac, t'es fan des Clippers? Yes, exactement. Les Clippers, ils ont une chance contre les Mavs? J'espère que oui. Mais alors, si Oui, oui, comment oui. vont-ils gagner? T'as vu, on parlait de Luka Doncic et de la défense des Clippers là-dessus. Raconte-moi un petit peu ce que tu vois sur cette série. Bah, franchement, qu'est-ce que je vois sur cette série? J'espère, j'ai écouté ce que vous avez dit juste avant. J'espère que ça va être Kawhi, Paul George, et que les seuls qui vont switch, ça va être peut-être Amir Coffey quand il va rentrer, ou Westbrook qui va apporter de l'énergie. Mais je veux pas que, par exemple, Lucas se retrouve sur chaque fin d'action, comme il a fait par exemple contre les Rockets dernièrement. Chaque fin d'action, il se retrouvait sur Landale. Et ben nous, en 2021, c'était pareil. À chaque fois, vous l'avez dit, il changeait sur tout, et c'était Zubac. Et là, j'ai l'impression que, j'espère que, ben, en fait, il va y avoir que 3-4 gars désignés pour défendre Luka, enfin défendre, vous m'avez compris, juste le gêner un minimum, et le reste, en fait, ça va être compliqué, c'est un casse-tête, hein. Après, attends, Mais, tu vois, tu me dis Kawhi, Compliqué. Paul George. À un moment donné, il y a un autre mec qui s'appelle Kyrie, il faut s'en occuper aussi. Donc, Ouais, je sais. pour moi, il faut que tu aies un plan. C'est pour ça que tu peux pas non plus partir dans des grandes aides, des grandes donner de l'aide de fou à l'opposé parce qu'il y a Kyrie. Ouais, ou Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. qui bombarde. tout seul. Bah ouais, Qui- mais bon. Mais Ça- donc c'est pour ça que moi, le côté mission bugne à bugne de Kawhi sur Doncic, il peut aussi, parce que tu peux pas dire, ah, je mets Paul George, je mets Kawhi sur Doncic et Terrence Mann, tu mets tes 3 meilleurs défenseurs. Derrière, il faut aller défendre sur Kyrie. Donc c'est pour ça que moi, et puis surtout, j'ai envie que si tu sacrifies, entre guillemets, Kawhi sur ce rôle-là de défensif, ben Paul George, on l'a vu, c'est quand même, avec Harden qui en plus a mal à la cheville, Paul George dans le playmaking des Clippers, il est beaucoup trop important. Donc pour moi, le mec qui sera en mission sur Doncic, offensivement, forcément, il sera un peu moins impliqué. Charles, sur qui Yes. est la pression dans la série? Quelle équipe? Les Clippers, les Clippers. On est d'accord. Parce que même si Dallas annonce tout le monde gagnant, bon, les Clippers, ils ont prolongé, Harden, Kawhi pendant la saison pour 3 ans. Donc lui, c'est fait. Mais Paul George Harden, même si Harden a dit qu'il voulait rester, mais bon, il veut rester dans toutes les équipes où il va. Les deux sont en fin de contrat. Westbrook, c'est pareil, player option. Et les Clippers, il n'y a plus de pic, il n'y a plus rien. Donc c'est un peu, on va dire, encore, t'as l'impression que chaque année, c'est comme ça avec les Clippers. Mais t'as l'impression que c'est un peu l'année ou jamais, tu vois. Donc non, la pression, elle est sur les Clippers totalement. Erwan, tu Même si Dallas a changé de dimension pendant Ouais, bien sûr. depuis le All-Star break. Ouais, restons sur les Clippers, là, vite fait. Tu as parlé des enjeux en tout début dans ta première tirade. Bah, clairement, énorme pression sur les franchises des Clippers. Oui. Énorme pression. Enfin, Oui. genre, Bah, de toute c'est façon- peut-être l'équipe qui a le plus de pression. Allez, il y a Boston, et puis rapidement, il y a les Clippers. De toute façon, quand tu fais poker, comme ils avaient déjà fait avec Kawhi et Paul George, où ils s'étaient mis à walper sur tous les choix de draft, et parce que c'est important de garder des choix de draft, justement. Donc, ouais, il t'est arrivé en signature. Oui, mais pour le Paul coup, George. tout est OK Voilà. pour Paul George. Et quand tu fais all-in comme ça, et que tu n'as plus rien pour te reconstruire, les tours de draft, tu vois, c'est bien de les avoir. Ils les ont pas, et ils ont refait un coup avec Harden cet été. Donc c'est Steve Ballmer, c'est un peu un joueur de poker. Il adore ça d'ailleurs, mais c'est un joueur de poker. Il met tout sur la table. Donc oui, pour moi, la pression, elle est d'abord sur les Clippers. J'ai l'impression que les Clippers et Steve Ballmer, ils ont fait all-in, alors que Dallas, ils ont gardé un petit peu de pognon quand même. Pas de pognon, ils ont juste les mecs Voilà. qui sont sous contrat. C'est une énorme différence. Non, mais Les mecs sont sous contrat. C'était plus une analogie avec le poker. Ah, c'est ok. pas un all-in côté D'accord. Maz. Mais excuse-moi, Un peu quand Patrick même. Bruel. Mais du Bah, coup- si tu joues pas au poker, Erwan, de quoi tu parles? Oui, je joue pas du tout. Moi, je suis Mais un oui, joueur- c'est je pour suis un ça. joueur de contrée, moi. Bah oui, c'est pour ça. Euh, Parle-nous de contrer, peut-être que ce sera plus simple. Ouais, ils ont annoncé capot, quoi. Ouais, c'est ça que je veux dire. Ils ont annoncé capot, les Clippers. Pour moi, après, c'est vrai que le cas Paul George qui re-signe pas, c'est curieux. J'ai pas d'éléments, j'ai pas d'infos, mais je trouve Bon, ça. on sait pourquoi. Ils veulent le max, ils lui donnent pas le max. Enfin, Écoute. sinon, il aurait signé, Donc, non il y a- Il est bien là-bas, lui. Donc il y aura des mecs cet été qui vont lui filer le max. Donc après, à voir les playoffs, si ça se passe mal, peut-être qu'ils diront, fait un gros, ça se passe mal, on ne file pas le max.
Donc voilà, il y a plein d'enjeux. Il y a aussi James Harden qui, quand même, qui pour le coup, le pari est totalement réussi. Il fait une saison magnifique. Mais encore une fois, c'est des mecs, on connaît leur talent. James Harden, le débat, ça n'a jamais été il est bon, il n'est pas bon. Hein. Fort joueur, pas fort joueur. Le débat, ça a été comment ça se passe en playoff. Et qu'est-ce que parfois il se passe sur l'extra basket. Là, j'ai l'impression que ça se passe nickel. Mais c'est en playoff qu'on attend ces mecs-là. À part Kawhi, que ça soit Westbrook, Paul George, Harden, ils ont quand même une histoire commune dans playoff de passer un peu à côté. Bon, on peut dire que Paul George, il a quand même Indiana. Oui. Ils ont quand même des. Oui, mais ça Pas remonte de finale, quoi, il y tu a veux 10 dire. ans. Ils ont pas de finale, ces mecs-là. Ah, mais d'accord. il a eu un surnom, Playoff P. Tu vois. Après, les gens sont durs. Ouais, les gens sont durs. Mais oui, ok, bien sûr. Donc. Bah, c'est le problème, c'est quand OKC, quand ils font n'importe quoi contre Utah et tout. Ouais. Ouais, tu vois. Attends, j'avais une question, mais ça m'est sorti de la tête. Oui, James Harden, on reste sur James Harden. Dis-moi, Charles, James Harden, tu crois au fait qu'il garde au moins le même niveau qu'on l'a vu toute la saison régulière? Bah, en vrai, je me dis, l'avantage qu'il a, ça va être l'expérience. Parce que, hors Luka et hors Kyrie, les trois dans le 5 des masses, alors je sais qu'ils vont jouer à 7-8, mais c'est peu expérimenté. Je me dis, peut-être il va jouer sur ça. Les Clippers sont plus expérience. Harden, il connaît plus ce que c'est les premiers tours, bah, même les playoffs, etc. Donc, moi, j'ose espérer qu'il reste le même si dernièrement, son shoot, ça a été un petit peu catastrophique. Mais j'ose espérer parce que le problème, c'est que si Harden n'est pas le Harden qu'on a eu sur les 75% de la saison, bah, ça va vite tourner au vinaigre et Mais moi, je vais aller. mener à 2-1, voilà. Je vais être encore plus Dallas, radical. tu sens. Je vais être plus radical que toi. Moi, je pense que le potentiel futur succès des Clippers doit passer par un James Harden. Et là, pour le coup, c'est la première fois où il va se retrouver où il n'est pas option 1, il n'est pas option 2. Quand je dis option 2, ouais, c'est tellement bâtard. C'est lui qui a la balle, c'est lui qui décolle plein de choses et tout. Mais c'est le visage de la franchise, tu veux dire. Il y a quand même d'autres mecs autour de lui oui. pour lui enlever une forme de pression. Oui. Donc pour moi, il n'a jamais été dans les meilleures conditions. Il est peut-être plus physiquement dans son prime, mais je trouve qu'il fait une saison quand même très, très, très rassurante d'un point de vue physique, même s'il a un petit problème à la cheville. Mais il y a quand même Paul George, Kawhi, il y a beaucoup de mecs pour lui enlever un petit peu de pression. Norman Powell, qui peut aussi prendre des gros tirs. Des Clippers. De quoi ? Excuse-moi, je t'ai coupé. Pour toi, c'est le facteur X des Clippers, du coup, totalement. Mais c'est pas un facteur X parce qu'il va jouer meneur, il va avoir toutes les premières possessions. C'est lui qui va, comme il dit, c'est le système de cette équipe-là. Maintenant, ce qu'on va lui demander, on va pas lui demander, c'est à toi de tuer les matchs. On va lui dire, fais tourner la boutique, fais bien tourner la boutique. Voilà, mets les balles où il faut, mets les ballons où il faut. Quand t'as les tirs ouverts parce qu'on va venir doubler sur Paul George, sur Kawhi, mets dedans. Tu vois, je pense que c'est le meilleur contexte qu'il ait eu, enfin le contexte avec le moins de pression personnelle qu'il a. Par contre, la pression collective, elle est énorme. Ok. C'est vrai. Charles, pour finir, donne-moi ton score. Qui gagne la série et combien? 4-3 Clippers. 4-3 Clippers. Peu importe je te mens pas, j'ai l'impression que ça va aller en 7. En fait, ça dépend du score de Kawhi. Parce que s'il n'y a pas Kawhi, je mets 4-1 Dallas. S'il y a Kawhi, je mets 4-1. Ah, non, mais le problème de cette équipe, c'est, imagine, t'enlèves Doncic à Dallas, c'est quasiment la même chose pour les Clippers, même s'il y a plus de monde, etc., plus de profondeur. On est trop dépendant de lui. Alors oui. Il est parti. Mais en tout cas, je retiens que pour Charles... Tu vois, voilà. Alors, Charles, je retiens match 7 à Los Angeles, victoire des Clippers. Très bien, on retient ça. On en rediscutera dans 3 semaines. Merci de nous avoir appelés, Charles. Pas de problème, merci les gars. Merci à toi, Charles. Merci à toi. Ciao. On enchaîne tout de suite parce que je vais envie de poser les mêmes questions à un fan des Mavs pour le coup. Et c'est Thibaut qui nous a appelé côté Dallas. Je serais curieux de savoir lui, est-ce qu'il pense à 4-3 en faveur de Dallas au 7e match. Salut Thibaut. Salut. Tu vas bien ? Ça va. Ok, impeccable. Alors j'enchaîne tout de suite. On n'a pas encore l'horaire, mais ce serait dimanche soir. Enfin, dans la nuit de dimanche à lundi, le match 1 entre ces deux équipes, je vous le dis comme ça, chez les copains de Winamax, les Clippers... Ah non, mince, attends, ça c'est... Ah mince, attends, j'arrive. Vainqueur de la série, pardon, Clippers 1,80, Mavs 1,90. Ça ne vous aide en rien, c'est normal, c'est que c'est très serré. T'es fan des Mavs, toi, Thibaut? Et d'un duo en feu en ce moment entre Kyrie et Luka qui reste quand même sur les 18 derniers matchs, je compte pas les 2 derniers où il y avait personne, qui reste sur un 16-2 je crois, donc c'est assez impressionnant quand même. Ils sont très très forts, clairement. En même temps, les Mavs arrivent avec le plein de confiance. Moi, je les vois, en fait, on en a parlé entre nous, là, mais la grosse surprise, si une équipe devait faire des upsets et elle est très loin dans la conférence Ouest, tout le monde met les Mavs. Oui, moi je l'avais déjà dit, je le redis, moi je vois les Mavs comme
la pire équipe à prendre au premier tour, la pire équipe hors top 3, tu vois. Bah, tu vas mettre devant OKC et Minnesota, non? C'est ça, moi, mon idée. Hein. C'est que derrière Denver, j'ai envie de les mettre deuxième force à l'ouest. Hein. Je dirais peut-être pas. Bon, ok. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, s'ils vont en finale, je dirais, tu vois, quelle équipe surprise pour toi peut aller en finale? Je dirais Dallas. Donc oui, ça peut aller dans ton sens de dire que derrière Denver, oui ou non. Mais après, c'est toujours des questions à la con et des réponses forcément à la con sur. Moi, par contre, sans aller me projeter aussi loin, moi, je les vois sortir les Clippers. D'accord. Alors, Thibaut, dis-moi comment tu vois cette série. Donc, pas l'avantage du terrain. Donc, j'imagine qu'il y a au moins 1-1 après les 2 premiers matchs. Hein. En général, ça se passe comme ça. Et que Luka et Kyrie sont indéfendables, en gros. C'est à peu près ça, et c'est comme a dit Charlito, ça va surtout dépendre de si Kawhi est là et à combien de pourcents on va dire il est, parce que là ça fait quand même presque, ça va faire plus de 2 semaines qu'il n'a pas joué un vrai match. Donc s'il n'est pas là, pour moi ce sera un 4-1 ou 4-2 Dallas. Par contre, s'il est là, est-ce qu'il va vraiment réussir à limiter l'impact de Doncic et de Kyrie, parce qu'on l'a quand même vu, même si quand il y en a un qu'on va dire qui est dans un état un peu plus moyen, l'autre peut aussi prendre feu, et ils sont tous les deux capables de mettre 40 points dans un match. Doncic, on l'a vu, c'est un joueur de play-off également. Kyrie, il a déjà gagné un titre, il sait très bien gérer la pression, comme on l'avait vu en 2016. Donc pour moi, ça va être surtout les Clippers, comment est-ce qu'ils vont gérer ce duo qui peut également compter par exemple sur Tim Hardaway Jr. à 3 points, qui peut vraiment prendre feu également et planter presque 30 points dans un match. Donc c'est voilà. Après Dallas, ils ont aussi les ressources, on va dire, pour ne pas se fier à la défaite, on va dire, des Clippers, mais plutôt pour planter déjà même presque un 1-0, enfin un 1-1 et après mettre un 3-1 chez eux et prendre un ascendant psychologique. Et ils sont aussi capables de, on va dire, de passer à côté, je pense, des 2 premiers matchs. Donc c'est, pour moi, ce qui va beaucoup dépendre, c'est aussi comment est-ce qu'ils réagissent face aux Clippers chez eux dans leurs 2 premiers matchs. Va y avoir évidemment les match-ups de stars, et on pense évidemment à Kyrie et Luka qui sont exceptionnels depuis l'All-Star Game, tous les deux 16-2 hein, pour finir, comme dit notre ami, on ne compte pas les 2 derniers matchs où personne n'était là, mais oui, la dynamique elle est incroyable. Évidemment que les stars, on va regarder, on va se focaliser sur les match-ups de stars. Moi, il y a aussi un truc qui va me sauter à la gueule, c'est la lutte au rebond. Ce que fait Daniel Gafford, ce qu'amène PJ Washington. Derek Lively aussi, avec un temps de jeu un peu plus réduit, mais qui est quand même un grand vertical. Zubac n'est pas un vertical. Il est grand, mais il saute pas très haut. Il n'est pas un vertical. Daniel Theis, c'est aussi un mec à un sens du timing. Il est moins vertical que les mecs que je viens de citer. Et derrière, il y a Plumlee, qui est le troisième un peu pivot, qui est utilisé par-ci, par-ça, et qui est peut-être le plus vertical des 3. Je pense que sur la défense de son cercle, nettoyer le rebond, ça va être aussi une clé ultra importante pour les Clippers, parce que les Mavs, depuis l'All-Star Game, sont devenus l'une des meilleures équipes à ce niveau-là. Et mine de rien, et donc défensivement et offensivement. Ça veut dire que et on rajoute PJ Washington aussi, qui est quand même un bel athlète. Ça veut dire que si tu lâches trop de rebonds offensifs face aux Mavs, ça veut dire que Luka, tu ne dois pas défendre une fois sur lui, tu dois défendre 2 fois. Tu ne dois pas défendre 20 secondes, tu vas défendre 40. Et ça, je pense que c'est un truc qui peut user. Défendre Kyrie et tu défends Kyrie et Doncic, tu fais une bonne défense, boum, rebond offensif, ça repart. Waouh! Tu vois, je pense que ça, sur la durée d'un match et sur la durée d'une série, tu peux énormément souffrir là-dessus. Donc moi, la lutte au rebond va être capitale. Alors, je te donne 2 stats par rapport à ce que tu viens de dire. Erwan, les Mavs sont, sur la saison, la 23e meilleure équipe au rebond offensif. Ouais. C'est pas ouf. Et les Clippers, eux, sont la 19e équipe au rebond, 17e équipe au rebond défensif. Il y a un truc qu'on n'a pas abordé, tu as un peu dit défensif et tout. Mais les Clippers sont 4e meilleure attaque. Ils ont un quatuor MVPable. Et ils ont Luka et Kyrie dans leurs 5 majeurs. Ça, c'est quand même une bascule incroyable, d'après moi. Comment vont-ils faire pour défendre l'un après l'autre, Kyrie et Luka, sur, au pire, Terrence Mann? Moi, j'ai très très peur pour les Mavs pour ça. Je pense que défensivement, ils n'ont pas les armes. Bah oui, parce que depuis tout à l'heure, t'as vu, je sais pas si t'as remarqué, on a parlé que de... Oui. On a que parlé de l'attaque des Mavs et la défense des Clippers. Jusque-là, tu me parlais du rebond offensif des Mavs, mais il y a 2 terrains, il y a 2 côtés dans le terrain. Et Luka et Kyrie font partie de la 19e, 18e équipe en défense au rating, donc une équipe au mieux banale. Quand c'est les Clippers, ça ralentit, ça machin, et surtout, on provoque des switches et on défend. Je l'ai la réponse. Hein. Alors dis-moi. Match-up des familles.
Ils vont faire les match-up, mais tu fais pas 40 minutes de match-up. Pas 40 minutes. Bah, donc, dans les grands moments. Mais et tu sais, Luka et Kyrie, quelque part aussi, alors jamais ensemble, parce que l'année dernière, on les a pas vus, mais... T'en caches un par 5, pas deux, normalement. Non, mais c'est pas des grands défenseurs, mais c'est des mecs malins. Et t'as raison, ça va être un enjeu ultra important, parce qu'à un moment donné, les deux sur le terrain, c'est un peu le débat qu'on a en équipe de France avec Nando et Evan, qui sont deux magnifiques attaquants, les deux en même temps sur le terrain. Défensivement, c'est problématique, on l'a vu à la Coupe du Monde. Moi, je vois ce que tu veux dire, je pense que, et on va voir le début de la série, peut-être qu'on se trompe et qu'au bout de 2 matchs, on sera là en train de dire, ah, en fait, là, comment ils font les deux, il y a un souci défensif. Est-ce que les Clippers vont vouloir en punir chaque fois un sur chaque attaque et cibler? C'est ce que je ferais. C'est ce que je ferais moi aussi. À fond. C'est ce que je ferais. Bah oui. C'est ce que je ferais à fond à chaque fois. Bien sûr. C'est comme ça que tu les crèves. Maintenant, j'ai pas souvenir d'un mec qui met 30 points sur Luka. Oui, mais parce que c'est la première fois. Bah ouais, mais c'est ça dont tu me parles. Mais bienvenue dans la saison régulière. Je sais que tous les fans des Knicks se pignolent sur la saison régulière. Mais par contre, même en playoff, playoff, c'est différent. Qui en playoff a mis 30 points sur Luka? Comme ça, de mémoire. Kawhi, il va pas mettre des 30 et des machins. Enfin, tu vois. Là, tu me sors qui a mis 30 une fois. Moi, je te parle d'une série qui arrive face au 4e, qui a un quatuor d'attaque. Et c'est la 4e équipe. Tu vois, j'ai pas souvenir d'avoir vu Luka, comme on a vu des fois. Et quand on regarde des matchs ensemble, oh, il est ciblé. Oh, il est ciblé. Parce que t'as qu'un seul Kemé à cacher. Quand on a deux, c'est pas la même chose. C'est ça que je dis, c'est que quand Luka est tout seul, ok, quand Kyrie, bon, dans une autre époque, t'es au Cavs. Moi, j'ai pas de souci. Elle se tient ta théorie. Elle se tient ta théorie. Parce que il y a une équipe qui a l'avantage du terrain et c'est pas les Mavs. Je sais, moi aussi, je suis team Mavs, je pense qu'ils vont gagner, ils vont passer. Mais plus j'y pense, plus je me dis, mais attends, on est à fond. Enfin, on voit une équipe très très belle. C'est sûr mais bon. Si Kyrie défend sur Harden, vas-y, gros, écartez-vous, je vais le jouer. Si Luka défend sur Harden, écartez-vous, je vais le jouer. Pareil sur Paul George, pareil sur. C'est exactement ce qu'il doit faire. On les a, ces match-up-là. Maintenant, est-ce que les Clips vont vraiment cibler, faire ça, obliger Jason Kidd à se... Mais ils le font. Hein. Pour moi, ils ont tout intérêt. C'est une équipe ils ont tout intérêt à le faire. Mais moi, je te dis, j'ai pas souvenir de... Même si Luka, on sait que défensivement, il s'offre quelques vacances. J'ai rarement vu un mec le cibler et le faire payer 15 points dans un quart d'heure. En gros, défend. Ce serait la première fois. Je l'ai jamais vu. Eh ben, c'est peut-être la semaine prochaine. Mais c'est ce que Tyronn Lue, qui est considéré comme un des plus grands tacticiens NBA, doit faire. Clairement. C'est qu'au bout d'un moment, en attaque, ils sont trop forts, les Ozo, les deux. Par contre, défensivement, avec les mutants que j'ai et les attaquants que j'ai mixés, mais chaque attaque, en fait, il est où? Il s'est planqué, mais t'inquiète pas. Au bout d'un moment... Tu te souviens pourquoi il est venu, Harden? Parce que on disait, les Clippers, ils ont ciblé un truc simple, c'est sur demi-terrain, on n'est pas assez bon en play-off. Mais voilà. Ils ont pris le meilleur joueur, l'un des tout meilleurs joueurs, très bien, jouer sur demi-terrain, parce qu'ils veulent jouer le basket de play-off. Et ils y croient à fond. On verra si ça va marcher, s'ils sont au complet, à 5 leur poids à 2 balles. Mais moi, c'est ce que j'ai envie de voir. Franchement, s'ils font pas ça, je comprendrai plus rien au basket. C'est évidemment ce qu'il faut faire. C'est pour ça que ça va être ultra intéressant tactiquement. Et ça sera peut-être aussi l'occasion de faire une super palette là-dessus. Sur le ciblage potentiel sur Luka et Kyrie. Ils ont la clé, j'ai l'impression. Thibaut, ils vont défendre du coup tes petits Mavs là? En fait, j'ai une stat qui m'interpelle, c'est quand tu avais dit qu'ils étaient 18 ou 19e depuis le début de la saison. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi peut-être revoir cette stat depuis le All-Star Break, depuis la trade deadline? Est-ce qu'il n'y a pas quand même eu une petite augmentation, on va dire, quand même dans le classement défensif? Je pense aussi, comme vous l'avez dit, j'ai pas de souvenir d'un joueur qui vraiment, avec Doncic en défense sur lui, a réussi à faire un vrai carton offensif, à planter 30-40 points plusieurs matchs d'affilée sur une série. Et comme on l'a dit, les deux, c'est quand même petit filou, puisque ils tournent à presque 3 steals par match, les deux Kyrie et Doncic cumulés, ce qui est quand même pas mal. Et donc, ils sont capables de, peut-être pas en 1v1 pur, de défendre sur un Paul George ou même sur un Westbrook en feu, mais... entre eux, à faire des ailes à droite à gauche, à essayer de piquer un ballon, ils sont capables de casser quelques attaques et de prendre l'avantage, peut-être 6, 7, puis 8 points en fin de match et gagner plusieurs matchs comme ça. J'ai une bonne stat, avant que tu répondes à Erwan. Depuis le All-Star Game, 13e défense avec 112 points encaissés au rating. Tu te souviens de Doncic face à Utah, alors qu'ils sont pas favoris encore, comment il avait montré un petit peu il avait montré sur 2-3 matchs des séquences défensives, on s'était dit tiens, il s'y met. Mais après, je suis pas choqué que les grands joueurs dans les fins de match défendent, on connaît tous le truc. C'est pas les fins de match. Hein. Moi, ce que je dis, c'est que dans une entame de match, tu prends une faute, t'es un peu relâché. Tu vois, tu parlais de... On peut pas le limiter, on peut le frustrer. Et lui faire prendre des fautes, c'est le truc le plus simple du monde. Enfin, simple. Oui, non, mais... Il n'y a jamais de problème de faute, Lucas, c'est rare en vrai. Hein. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, le basket moderne,
On ne sait plus comme les années 90 ou 2000 où tu récitais un système jusqu'au bout et puis t'attendais le bon tir. Aujourd'hui, avec tout ce basket où on switch énormément, évidemment que le ciblage, le match-up favorable, mettre la balle à l'intérieur parce que tu as un grand sur un petit, mettre la balle à l'extérieur parce que tu as un petit sur un grand. Voilà. C'est aussi ça le basket aujourd'hui, le basket de 2024. Voilà. Et quelque part, les Clippers se sont construits une équipe pour faire ça, avec un meneur qui a une lecture de jeu hors du commun et des mecs qui ont des mismatchs favorables à chaque fois. Avec Paul George, avec Kawhi, avec Westbrook, Avec Zubac. avec Zubac, Bah oui. avec Norman Powell, c'est plus un pétard ambulant qui court Mais bon, partout. ça Mais reste voilà, la même mais chose. C'est leur team Hardaway Jr. voilà. Donc oui, mais maintenant il va falloir qu'il soit d'une justesse incroyable. Et c'est vrai que pour l'instant, jouer aussi juste que ce qu'est capable de faire Luka et Kyrie, ça aussi c'est un vrai challenge. Alors, Thibaut, score de cette série, s'il te plaît. S'il n'y a pas Kawhi, 4-2 pour les Mavs ou 4-1. S'il y a Kawhi, 4-3 pour les Mavs. Tout le monde se rejoint sur le fait que Kawhi soit là. Donc, ok, très bien. Merci de nous avoir appelés, Thibaut. Et puis, on verra dimanche soir, premier match. Erwan, petite stat au rebond. Tu te souviens, avant le trade, ils sont 29e ou 30e au rebond. Depuis le All-Star Game, là, ils sont 11e équipe. Donc, il y a une vraie progression quand même. Et 3e au rebond. Et en face, c'est 3e au rebond sur les 15 derniers matchs. Voilà. Et en face, c'est pas non plus une équipe qui rayonne. C'est pas les Celtics, hein, Non, clairement. au rebond. Clairement. Pour moi, le rebond, ça va être le combat au rebond. Daniel Gafford, il peut faire un petit peu ce qu'a réussi à faire Mitchell Robinson l'année dernière face aux Cavs. L'année dernière, Mitchell Robinson face aux Cavs, et pourtant en face, c'est Jarrett Allen et Evan Mobley. L'année dernière, Mitchell Robinson, avec ses mains carrées, il a changé la série face aux Cavs par l'activité au rebond. Si Daniel Gafford doit être dans ce registre-là, il va falloir que Zubac, Theis et Plumlee s'opposent énormément à ça. Je veux un vainqueur. 4-2 Mavs. 4-2 à domicile, le 6e match. Moi, je veux voir un 7e match. Allez, victoire à l'extérieur des Mavs. Okay. Ce serait extraordinaire. Pour récapituler tout ça... Tiens, ça arrangerait pas la legacy de certains. Hein, oh la vache. de perdre un 7e match à domicile. Hein. Nous serons là pour débriefer. Je remets les enjeux en place. Côté Clippers, il y a des mecs en fin de contrat, Harden et Paul George. Il y a la nouvelle salle l'année prochaine. Il y a des gros enjeux puisqu'ils ont mis le fameux all-in dont tu parlais tout à l'heure sur le terrain. Ils doivent absolument aller en finale cette année, ce qui serait une première pour la franchise. L'autre enjeu, on ne l'a pas dit de l'autre côté, c'est Jason Kidd et sa tête puisque les joueurs vont rester. En revanche, si ça se passe mal, c'est le premier premier tour, fusible. Jason Pour moi, Kidd, ça sera le premier fusible. Et tu as vu, alors deux choses par rapport au coach. Un, il y a les rumeurs pour les Brooklyn Nets l'année prochaine. Bud est en pôle. On a vu notre... ah là là, j'ai oublié. Le sélectionneur de l'Espagne, le nouveau là. Oui, Fernandez. Fernandez, tout à fait. Et on a un troisième. Qui est assistant. Qui est assistant aux Kings. Et il y en a un dernier que je connaissais pas, un autre assistant, j'ai oublié son nom. L'autre info, c'est que Marc Daigneault, là, ce soir, a été élu coach de l'année par ses pairs. Bravo, voilà, chef. c'est les deux petites infos par rapport Magnifique. au coach. Voilà, vous avez nos pronos. Je vous vois dans le chat, là, tout le monde est en train de dire plutôt les Mavs, hein, on a cette sensation. Kevin Young, merci, l'assistant de Frank Vogel à Phoenix. Et le troisième nom qui a été cité, bravo, ils seront bons les mecs, hein. Oh, vache. Troisième nom qui a été cité pour Brooklyn, mais je dis ça par rapport à Jason Kidd. S'il devait sauter en cas de défaite au premier tour, ce serait normal. En tant que joueur, alors. Ouais. Bon, on verra l'année prochaine, mais Bud, là-dedans, là, je kiffe. Là, je kiffe. J'ai envie de le revoir, Bud. Voilà. Allez, Mavs, Clippers, 4-5 à l'ouest. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous voyez comme nous les Mavs passer plutôt que l'autre, honnêtement, si Kawhi est à 100%, ça va jouer absolument rien du tout. Il y a 2-4-3, donc tu sais, ça va se jouer à rien. Une série, des fois, ça joue à une possession. Voilà. Donc, tout à fait, ça arrive souvent. Et c'est ce qu'on souhaite pour ces playoffs qui s'annoncent extraordinaires. On se retrouve jeudi pour le reste. Merci à tous.